Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Après la mort de l'enfant de 10 ans à Nîmes, dans le quartier de Pisevin, on en parlait hier. C'est un adolescent de 14 ans dont le pronostic vital est engagé, blessé par balle hier soir dans le quartier du sud de Marseille, non pas le nord comme ce qu'on dit souvent. Donc c'est important d'en parler aussi, des faits qui sont produits aux alentours de 21h aux environs de la Cailleule. C'est une cité qui est située au sud de la ville. Tout de suite, on retrouve au 0800, pas au 0826 300 300, mais en tout cas on retrouve Bruno Bartocchetti, notre invité. Bonjour à vous Bruno Bartocchetti. On va vous retrouver dans quelques instants. Manifestement, secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Au 0826 300 300, on est aussi avec Jaffar, manifestement, qui nous appelle depuis le Gard. Bonsoir à vous mon cher Jaffar. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. C'est cette question, alors elle a l'air assez politique, c'est pas notre objectif, mais cette question qu'on posait, est-ce que pour vous, le ministre de l'Intérieur est à la hauteur, Gérald Darmanin, et surtout, et c'est la vraie question en fait, c'est est-ce que la police peut être partout ? Vous êtes dans le Gard, à Nîmes, un enfant a été tué hier, on a envoyé la CRS 8, avant elle était à Marseille, peut-être qu'on va la renvoyer à Marseille, où un jeune a été fauché. Jaffar ? Oui, bonjour à toute la France, à tous les Français, total respect à ce superbe pays qui est la France. On a vraiment un grand potentiel et voilà. Il ne faut pas que ceux qui nous dirigent nous bloquent tout part. Je voulais déjà remercier et féliciter tous les forces de l'ordre parce qu'ils font un travail extraordinaire, qui n'est pas toujours évident. Après, comme partout, il y aura toujours, il peut arriver, il y a des gens qui dérapent un petit peu, mais ce n'est pas la majorité. Et en fait, pour moi, ceux qui nous dirigent, est-ce que c'est être franc par rapport à M. Darmanin ? Alors, vous avez le droit d'être franc, du moment qu'on est respectueux, on peut tout dire, on est là pour débattre. Je respecte, mais pour moi, le poste de ministre, c'est des postes prestigieux, il n'est pas à la hauteur. Voilà. Eh bien, voilà. Vous aurez été franc et vous avez le droit de le dire. C'était la question qu'on vous posait. Jaffar, vous savez quoi ? On va essayer de vous retrouver avec une meilleure liaison téléphonique depuis le Gard parce que vous avez pas mal de choses à nous dire et c'est pour ça qu'on tient à ce que vous reveniez. D'abord, Bruno Bartocchetti, secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Bonsoir à vous, Bruno Bartocchetti. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Mais vous êtes le bienvenu sur Sud Radio. Vous avez fort à faire par les temps qui courent. Tiens, c'est pas tous les soirs aussi que vous commencez une émission par un auditeur de Sud Radio qui commence par rendre hommage à la police. Bon, ça doit déjà vous faire chaud au cœur. Oui, après, on a, je crois, 80% de la population qui rend hommage au travail des forces de l'ordre. Hein. Donc, ça fait plaisir à entendre et nous sommes effectivement bien soutenus par la population réaliste qui comprend qu'aujourd'hui, c'est très dur de faire ce métier de policier comme celui d'enseignant, infirmier et d'autres personnels du service public bien exposés. Allez, revenons à ce qui s'est passé d'abord hier soir. C'était dans une cité du sud de la ville. C'est à la Cailleule, manifestement. Est-ce qu'on a une idée de l'identité du jeune homme qui a été fauché, qui se retrouve entre la vie et la mort ? Oui, alors ce que j'ai cru comprendre, c'est que son pronostic vital ne serait peut-être plus trop engagé au moment où je vous parle. C'est déjà une bonne nouvelle. Il a été quand même sérieusement touché. Et d'ailleurs, il n'a pas été le seul touché par ces tirs. Ils étaient 3, il y en a eu 2 autres très légèrement blessés. Donc c'est vrai que quand on parle aujourd'hui de règlement de compte à Marseille, on va prendre Marseille, mais malheureusement, on sait très bien que si c'est l'endroit où il y en a le plus, c'est pas le seul endroit où il y a des règlements de compte. On oublie parfois de comptabiliser toutes ces personnes blessées. De manière collatérale ou pas, et ça fait beaucoup de dossiers à gérer. Et beaucoup de dossiers à gérer, beaucoup d'urgences sur lesquelles vous ne pouvez pas être présent, vous et vos collègues, puisque je vous propose d'écouter Anne-Marie qui est avec nous, mon cher Bruno Bartocchetti. Anne-Marie, elle est quelque part à plusieurs kilomètres de Marseille, on ne dira pas où, en tout cas, mais Anne-Marie nous disait que ça tirait à la Kalachnikov la nuit encore, hier soir encore, dans son quartier, n'est-ce pas Anne-Marie ? Oui, tout à fait, oui. Et que ça se dégrade. Oui, ça se dégrade depuis quelques années, bien avant le Covid d'ailleurs. Alors c'est sûr que le métier de policier ne fait plus rêver maintenant, on manque d'effectifs, ça je peux le concevoir. Dès qu'il y a des tirs en plein jour, nous sommes dans la cité privée, entre guillemets, de transport en commun. Il faut aller prendre le transport en commun à plus d'1 kilomètre à pied. À chaque fois que ça tire, c'est ce qui vous arrive en fait, c'est ça ?
quand il y a des tirs en journée, c'est ce qui se passe. La nuit, c'est un autre problème. Donc voilà, nous sommes, pour beaucoup qui n'avaient pas de véhicule, pour les personnes âgées, c'est très difficile. Quand ça dure une semaine, voilà, on nous prive il faut aller prendre les transports en commun beaucoup plus loin. C'est exaspérant, voilà, nous subissons au quotidien. Dernière question que je vous pose, après vous échangerez avec nos vraies voix aussi. Vous les voyez beaucoup ou pas, les policiers sur place dans votre quartier, Anne-Marie ? C'est par vague. Dès que, voilà, je pense qu'il y a des enquêtes qui se font régulièrement parce qu'il y a, disons, un mois, samedi matin, moi je l'ai été réveillée, il y a eu 6 heures du matin, donc je pense une perquise, parce que c'est l'heure, je pense, autorisée pour cela. Donc, s'ils sont venus comme ça à 6 heures du matin, c'est qu'il y avait des enquêtes. C'est souvent les mêmes bâtiments, en tout cas autour de chez moi, c'est une grande cité. Et depuis que j'y habite, il y a, voilà. On les voit, ils sont là. C'est ponctuel, en force, mais c'est pas permanent. Il n'y a pas du bleu tout le temps. Bon, Bruno Bartocchetti, ça vous étonne pas ? Alors non, ça ne m'étonne pas, mais en même temps, on ne pourrait pas mettre un policier devant chaque tour, devant chaque entrée d'immeuble. Et on a besoin aussi de plus en plus d'effectifs pour mener des enquêtes justement autour de ces trafics de stupéfiants. Je crois que, et je l'ai déjà dit à l'antenne, c'est vrai que tout ne peut pas reposer sur les épaules de la police en matière de sécurité. Il y a beaucoup de sujets sur ce thème-là, peut-être les plans d'urbanisation, il y a beaucoup de choses à revoir à ce niveau. Les policiers doivent être bien sûr un peu plus présents sur le terrain pour sécuriser la population. Je crois qu'il y a 2 sujets importants. C'est sécuriser la population qui en a marre d'être comme ça envahie par ces trafics de stupéfiants. Et puis après, il y a tout le travail d'enquête. On doit donner plus de moyens aux policiers, aux gendarmes, aux douanes. Je parle souvent des groupes interministériels de recherche pour lutter contre le trafic international. Donc il y a plein de pistes, bien sûr, à explorer pour pouvoir repousser ce phénomène-là. Je dis bien repousser parce que vaincre, on ne gagnera jamais. Être réaliste, on ne gagnera jamais. En même temps, dans mes propos, ce n'est pas du défaitisme. C'est surtout de dire qu'on doit repousser au plus loin ces trafiquants de stupéfiants, sécuriser la population, et puis surtout rendre responsable. Alors là, je ne parle pas encore de sanctions, mais de morale. C'est que tout consommateur aujourd'hui, a sa part de responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et ça, c'est important de le retenir, parce que s'il n'y avait pas de consommateurs, il y aurait peut-être moins de trafic et moins de règlements de compte pour envahir les territoires. Et on le voit sur toute la zone du sud, En gros, ce que vous dites concrètement, Bruno Bartocchetti, c'est que quiconque fume du shit, c'est interdit, je le rappelle, à Marseille notamment, ou alors à Nîmes, eh bien alimente ceux qui s'entretuent à la Kalachnikov avec des gens qui n'ont rien à voir avec cette guerre tout autour. Absolument. À partir du moment où on va à la cité de la Paternelle, par exemple à Marseille, pour ceux qui connaissent, parce que c'est l'endroit le plus prisé pour aller faire son drive, lorsqu'on va rapidement avec son véhicule personnel faire son drive et acheter son gramme de coke ou de shit, eh bien on contribue justement, on alimente ces réseaux et ces règlements de compte. C'est vrai qu'on lit beaucoup de choses dans les réseaux sociaux, on se lâche, on entend tout et n'importe quoi. Mais enfin, à la sortie, la réalité, c'est que la population qui subit les conséquences avec ce qui se passe malheureusement, à cause, je dis bien, j'insiste bien, à cause au départ des consommateurs, avec une société, une France qui est bien malade, bien sûr. Allez, restez tous avec nous. La parole à nos vraies voix. On a l'impression, Michael Sadoun, que la police est obligée de passer d'une urgence à une autre, de Nîmes à Marseille, de Marseille à Nîmes, et puis qui sait demain à Toulon. Oui, surtout que la police, je pense, traite principalement les symptômes de la maladie, mais pas la maladie. On sait que le problème de la drogue à Marseille ne date pas d'hier. Alors évidemment, il y a une demande de bleu sur le terrain, comme on dit, parce que ça permet de rassurer une population qui parfois n'arrive plus à sortir et revenir librement chez elle sans subir les violences ou les menaces. Ça, c'est sûr et certain. Il y a des témoignages de gens qui sont obligés d'accompagner leurs enfants à l'école qui est à 100 mètres parce qu'ils ont peur qu'il arrive quelque chose sur la route. Mais je pense que c'est pas le fin mot de tout, que la police est là pour maintenir l'ordre, mais qu'elle n'est pas là pour résoudre, si vous voulez, tous les problèmes qui se posent à l'État et à la société. Je pense, je reste convaincu qu'il y a une impunité pénale sur le sujet, notamment pour les petits trafiquants, et qu'on devrait avoir une meilleure utilisation des courtes peines de prison pour ceux qui participent à du trafic. Je pense aussi qu'il y a des solutions je dirais, un peu iconoclastes qui sont présentées par des responsables politiques. Je pense notamment à Manuel Bompard, vous voyez, qui n'est pas de mon bord politique et qui
proposer de mieux contrôler les containers qui passent par les ports, puisqu'il faut bien que la drogue passe par quelque part pour arriver en France, parce que la majorité n'est pas cultivée en France. On sait que le premier producteur mondial de cannabis et de résine de cannabis, c'est le Maroc, donc ça doit certainement passer par l'Espagne. Évidemment. Et on connaît évidemment tous ces réseaux-là. Je pense aussi qu'il y a le rôle d'une immigration qui joue. Alors évidemment, il y avait la mafia corso-marseillaise qui a été remplacée par de nouvelles organisations plutôt d'origine maghrébine, africaine, etc. Mais aussi parfois un trafic, je pense, qui profite d'une immigration récente, qui n'a pas de droit ou qui a peu d'intégration. Et c'est sûr que pour un jeune qui ne se sent pas beaucoup d'avenir parce que le tissu économique, social, l'intégration est mal faite, et qui peut gagner 100 à 200 euros par jour en étant chouf, on sait évidemment ce qu'il va choisir comme plan de carrière. Le chômage et ça. Exactement. Sur fond évidemment d'une ville qui est touchée par le chômage, par un taux de pauvreté évidemment supérieur à la moyenne et par ce que Bruno Bartocchetti a dit, c'est-à-dire un logement qui est déplorable. Et effectivement, Corinne Tapiro. Moi je suis extrêmement frappée du fait qu'on ne parle que du trafic de drogue, parce qu'on a quand même dans ce pays un certain nombre d'armes qui circulent et on n'entend jamais parler de cette problématique. À quel moment on va éradiquer ce trafic d'armes ? De Kalachnikov. De Kalachnikov, c'est pas rien, parce que moi personnellement je ne saurais pas en acheter une. Il y en a qui n'ont visiblement pas de problème. Donc tout ça induit effectivement des quartiers qu'on appelait les territoires perdus de la République, où les gens ne peuvent plus vivre, où ils doivent partir, qui vivent pour certains dans des barres d'immeubles absolument pas entretenus, où souvent les bailleurs sociaux ont renoncé à leur mission essentielle et ils devraient être sanctionnés lourdement. Je pense qu'il faut repenser effectivement ces tours de X étages. Il faut penser peut-être des quartiers plus humains, plus aérés. Enfin bon, ça c'est tout un travail que la mairie de Marseille n'est pas prête de faire. Enfin, on a quand même surtout les services publics qui s'éloignent de ces secteurs et les commerces. Donc ça veut dire tout ce qui fait la vie d'un quartier, qui est de nature à rassurer, qui permet à des personnes qui rentrent un peu tard, si elles se sentent embêtées de rentrer dans un commerce, elles ne peuvent plus le faire. Approche d'urbaniste en fait. Voilà, moi j'ai très très peur que tout l'argent qui a été mis à grand renfort de communication par le président Macron sur Marseille, en l'occurrence puisqu'on parle de Marseille ce soir, ne servent pas à grand chose tant qu'on n'aura pas la vraie volonté d'éradiquer ce trafic d'armes et tout ce qui va avec. Moi je suis effarée. Nicolas Corato, vous étiez avec nous hier, on parlait déjà beaucoup des causes du problème. Je vous propose qu'on avance un petit peu par rapport à hier, qu'on aille aussi sur les solutions. Tiens, Mickaël Sadoun nous parlait de la réponse pénale, sujet qui vous est cher. Est-ce que c'est aussi ça qui manque à la police ? C'est un vaste sujet. On pourrait en parler des heures. Est-ce que la sanction pénale est dissuasive ? Malheureusement, beaucoup d'études prouvent que vous pouvez alourdir les sanctions, vous pouvez même les appliquer plus systématiquement. Et remplir les ça n'aura bonnettes, pas nécessairement un effet sur la commission des actes délictueux ou criminels. Mais c'est un sujet public, un sujet de débat public extrêmement large. Sur les actions qu'on peut mettre en œuvre, il y a aussi des sujets qu'il faut qu'on mette sur la table. Par exemple, une question d'égalité des Français par rapport aux forces de sécurité. Il y a une inégalité territoriale de la répartition, par exemple, des policiers nationaux. C'est un sujet qui est sur la table des ministres de l'Intérieur depuis des années. Mais à Paris, mais pour des raisons qu'on peut comprendre, parce qu'il y a aussi beaucoup de... D'abord, il y a l'administration du ministère de l'Intérieur, il y a la surveillance des sites sensibles, mais si vous regardez les Bouches-du-Rhône, on est à 37 policiers pour 10 000 habitants. À Paris, on est à 160. Alors, je ne dis pas qu'il faut vider Paris pour remettre les Bouches-du-Rhône, mais en tout cas, cette question de la répartition territoriale des forces de la police nationale et de la gendarmerie, c'est une question qu'on pourrait regarder. Et là, je sais que les syndicats y travaillent, je sais qu'il y a des blocages, qu'il y a des contraintes, qu'il y a toujours un peu une guerre des polices entre les zones gendarmerie et les zones police, mais c'est des sujets dont on pourrait débattre paisiblement. De la même manière, quand même, je pense qu'il faut peut-être aussi aider les syndicats dans leur combat pour sortir de la culture du chiffre, dont on montre ce qui se passe aujourd'hui démontre bien que cette culture du chiffre n'aboutit à rien, à part d'une certaine manière à mettre les policiers dans un état insensé par rapport à l'accomplissement de leur mission. Sachant que malheureusement ces derniers temps ce sont plutôt les morts qu'on compte. Alors on va en reparler dans un instant. Il faut peut-être aussi travailler autrement et proposer aux policiers de travailler autrement. Quelle solution, et d'ailleurs est-ce que ceux qui ont les solutions ou ceux qui disent les avoir les utilisent bien? On va parler du premier flic de France, on n'en a pas encore parlé, Gérald Darmanin. Que peut-il faire? Qu'attendez-vous de lui? Tiens, Anne-Marie, vous qui habitez dans un de ces quartiers, qu'attendez-vous de lui également? Bruno Bartocchetti pour Unité SGP Police Force Ouvrière. On en parle dans un instant avec vous tous au 0826 300 300. À tout de suite.
Les vraies voix de l'été Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix de l'été sur Sud Radio, la guerre des gangs qui continue. Est-ce que le ministère et le ministre de l'Intérieur est à la hauteur? C'est la question qu'on se pose avec nos trois vraies voix, Nicolas Corato, Michael Sadoun, Corinne Tapiro et nos invités. Bruno Bartocchetti pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière de la zone Sud, c'est-à-dire notamment à Marseille. Nous sommes également au 0826 300 300 avec Anne-Marie dans un quartier où ça a encore tiré la Kalachnikov hier dans la nuit et ça continue et ça reprend de plus belle. Tiens, question à tous les deux, on commence par vous Anne-Marie. Qu'est-ce que vous attendriez du ministre de l'Intérieur pour que vous puissiez dire de lui qu'il est à la hauteur? Écoutez, quelque chose qui me vient à l'esprit, on arrive à expulser des familles de HLM pour des raisons X et Y. Ces familles-là qui servent de nourrices et qui se servent du trafic de drogue pour s'enrichir, pourquoi on ne va pas les expulser, ces familles-là? Les expulser, c'est-à-dire les expulser des quartiers? Oui, parce qu'ils mettent en danger les autres locataires. Hein, et après, il y a dommage collatéral et on attend des catastrophes. Pourquoi on ne les expulserait pas, ces familles-là? C'est ce que vous attendez. Vous les connaissez, les familles des trafiquants qui tirent à la calache chez vous? Alors, je peux pas accuser, personne, mais évidemment. voilà, il y a des familles qui ont été arrêtées, il y a des, voilà, je veux dire, ces familles-là, ils reviennent impunément chez eux, voilà, avec un bon avocat, ils n'ont pas de casier, donc première fois, ils sont arrêtés, et ces familles sont toujours là. Pourquoi on ne les expulse pas? Est-ce que c'est quelque chose que les policiers demanderaient eux-mêmes, Bruno Bartocchetti? Alors, expulser les familles, le sujet est sensible parce qu'au sein d'une même famille, est-ce qu'on a... Alors, on a des familles qui vivent, hein, bien sûr, des trafiquants de drogue. Est-ce qu'au sein de la même famille, on n'a que des voyous? C'est difficile, c'est un sujet qui est... C'est la sanction collective, c'est un vieux débat. C'est un vieux débat et on va les expulser, on va les placer où? Donc c'est quand même assez compliqué, je crois, de répondre à cette question. En revanche, c'est vrai qu'au niveau de la sanction, je crois qu'aujourd'hui, on en a parlé sur le plateau, la sanction ne va pas tout résoudre, mais lorsqu'on prononce une sanction de 3 ans, par exemple, et alors bien souvent c'est correctionnalisé, hein, parce que vous pouvez aller aux assises aussi lorsque vous êtes producteur et trafiquant de stupéfiants, c'est un crime, et là on n'en voit jamais aux assises. Un braquage, c'est 12 ans minimum, voire 15 ans. Lorsqu'on est dans les stupes, on va prendre 5 ans, aller avec la remise de peine 3 ans, et en plus on va pouvoir fumer son shit et téléphoner de la prison pour commanditer d'autres réseaux. Ce qui est pourtant interdit. À un moment donné, la sanction elle devient légère. Donc si la sanction est prononcée, elle doit être appliquée. Ça c'est important, parce que sinon ça ne sert à rien pour le trafiquant, c'est juste ses impôts à payer, un petit tour en prison, et on y va avec presque le sourire. Donc c'est là où il faut avoir un sens dans tout ce qu'on fait, ça doit avoir du sens. Et aujourd'hui, quand on sanctionne, il faut que ça ait du sens pour que ce soit dissuasif et qu'on puisse, une bonne fois pour toutes, écarter la tumeur pendant quelques années d'un réseau. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour répondre à la question, j'anticipe la question que ce qu'on pense de notre ministre de l'Intérieur. Franchement, le flic aujourd'hui, quand il travaille, il ne pense pas au ministre de l'Intérieur tous les matins en se levant. Non, mais il en attend quelque chose. On attend quelque chose, mais c'est notre 50e ministre de l'Intérieur depuis 58, je crois. Donc on attend, bien sûr, qu'ils nous soutiennent dans notre travail. Lorsque vous avez des ministres de l'Intérieur par le passé qui ont réduit les effectifs dans la police nationale et d'autres qui ont augmenté les effectifs dans la police nationale, on peut être satisfait. Mais une fois qu'il aura fait ça, une fois qu'il aura renforcé certaines villes d'effectifs, il aura rempli un petit peu sa mission. Maintenant, est-ce qu'il est à la naissance des lois? Est-ce qu'il est à la naissance du malaise alors, je ne suis pas son porte-parole, je ne suis pas là pour le défendre, parce que quand il vient sur un plateau de télévision pour condamner un policier avant même qu'il ait la procédure dans les mains, je ne le félicite pas. Bien d'accord. Lorsqu'en revanche, il nous soutient dans notre protection fonctionnelle, comme on l'a demandé il y a quelque temps, eh bien on le félicite. Donc ça veut dire que c'est quand même assez compliqué de regarder le ministre de l'Intérieur. Maintenant, c'est vrai que nous, ce qu'on attend, c'est d'avoir beaucoup plus de moyens. Pour cela, la direction, elle doit se faire. Et là, on appelle le ministre de l'Intérieur vers les enquêteurs, qui manque beaucoup d'effectifs dans ce sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on martèle à l'unité SGP Police. On lui demande, et là, il n'a pas rempli le contrat, de nous donner les moyens de travailler en judiciaire, que ce soit en sécurité publique ou en police judiciaire. Et là, c'est une demande concrète, justement. Tiens, on va essayer de faire le tour aussi de... Non, on a une phrase, je souscris complètement à ce que vous dites, et c'est quelque chose que disent beaucoup les syndicats. Sur ce dernier point, il faut bien dire à vos auditeurs que c'est pas la CRS 8 qui va démanteler les réseaux de stupéfiants. C'est bien des enquêteurs, c'est bien un couple
couple aussi police-justice qui doit fonctionner peut-être un peu mieux. Et c'est ce couple-là et ces enquêteurs qui vont réussir à éradiquer définitivement des réseaux de trafic de stupéfiants. C'est pas la CRS 8. Michael Sadoun. Je vais abonder exactement dans le même sens. Un mot sur l'exécution des peines, peut-être, ce que demandait justement Bruno Bartocchetti. Et oui, l'exécution des peines, surtout si on parle de sanctions pénales, elle dépend quand même pas mal du nombre de places de prison. Or, pour le moment, il y a un taux de suroccupation des prisons de 120%, puisqu'il y a 72 000 prisonniers pour 60 000 places de prison. C'est une question de moyens. Je sais qu'Éric Dupond-Moretti essaye d'y remédier parce qu'il a mis le paquet, entre guillemets, tant sur la procédure judiciaire et son accélération que sur la construction de nouvelles prisons. C'est aussi une question politique de coordination avec les maires qui acceptent ou non d'avoir une prison près de chez eux. Voilà, moi je trouve que ça sert à quelque chose de construire des prisons. Évidemment, ça n'est pas la panacée. Il faut bien voir que les sociétés qui connaissent le plus grand taux d'emprisonnement ne connaissent pas forcément le taux de criminalité le plus bas. Est-ce que c'est vraiment le ministre de l'Intérieur, je ne parle pas de l'homme mais de la fonction, qui a la solution? Ah non. Moi je suis pas pour faire porter le chapeau unique à Gérald Darmanin. Moi je trouve que sa parole publique est assez impeccable et c'est déjà pas mal quand on est ministre. Son action est plutôt volontaire, elle est évidemment imparfaite, mais elle doit se coordonner avec les autres ministères. Éric Dupond-Moretti tient une partie de la solution dans ses mains. Le ministre de l'économie, quelque part, aussi tient une partie de la solution aussi dans ses mains. La solidarité doit jouer, le social. Le président de la République, en fait, c'est son rôle à lui de coordonner tout ça. Il est censé donner ce soir une interview au magazine Le Point et annoncer une initiative politique. On verra s'il annonce ça. Corinne Tapiro, vous avez 30 secondes pour le mot de la fin. Écoutez, moi je pense que Gérald Darmanin ne peut pas être à la hauteur de la tâche dans la mesure où il a le nez rivé sur un autre objectif qui n'est pas forcément celui de l'intérêt des Français, mais de la majorité, mais de la prochaine présidentielle. Donc lui, il y pense pas seulement en se rasant, il y pense tout le temps. Et ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'alors qu'il se prétend comme l'élève ou le dauphin de Sarkozy, il devrait retenir la phrase que Sarkozy disait, le goût de dire mais la passion de faire. Et je trouve qu'il parle beaucoup et qu'il fait peu, et que les actions qu'il propose comme les CRS 8, on a l'impression qu'il le saupoudre comme ça, et il n'y a pas de projet, et c'est pas soutenu par un objectif avec un certain nombre de moyens d'accompagnement autour, mettre en phase les gens qui sont sur le terrain pour qu'ils adhèrent à cette présence, pour qu'ils collaborent éventuellement de façon différente, pour qu'ils mettent autour d'une table et éventuellement les maires des communes pour obtenir une vision d'ensemble partagée. Merci beaucoup d'être intervenu ce soir. Anne-Marie, vous êtes toujours avec nous. Soyez prudente quand même. Hein. Bon courage. Oui. Merci. On espère que ça ne tirera pas chez vous ce soir, en tout cas. Je rappelle que vous nous appeliez au 0826 300 300 depuis une cité à quelques kilomètres de Marseille, où ça continue à tirer. Merci à vous, Bruno Bartocchetti. Soyez prudent aussi, quand même. Ce serait dommage, évidemment. Merci à vous d'être à nouveau intervenu chez nous sur Sud Radio. Secrétaire national chargé de la zone sud pour le syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. Les vraies voix vont vous retrouver juste après le journal de 18h. Et tenez-vous bien, vous savez de quoi on va parler dans quelques minutes? On parlait du trafic de drogue. Ces cas d'intoxication de bébés, d'enfants de moins d'1 an, qui ingèrent des boulettes de shit laissées négligemment par terre ou sur une table par leurs parents. Ils se retrouvent aux urgences. Ça commence à arriver. On va en parler avec une pédiatre, juste après les infos. Eh oui.